présente Bruno Peyrou, donc je suis conseiller technique en grande culture biologique. J'ai travaillé longtemps en conventionnel, j'ai travaillé en bio et en conventionnel et maintenant je travaille sur l'agriculture biologique, voilà. Donc le but aujourd'hui, c'est de parler dans mon intervention des différents leviers, qui travailleront en amont du désherbage mécanique, et de revoir, des fondamentaux agronomiques, pour l'essentiel. Tu peux avancer, s'il te plaît? Donc pour nous présenter très rapidement, je suis salarié donc à AgroBio 40, une association de producteurs bio landaise qui fait partie de Bio Nouvelle-Aquitaine, la fédération régionale d'agriculture biologique, qui fait partie de la FNAB, à l'échelon français. Nous sommes organismes de développement et à ce titre, on fait du conseil, de la formation, des diagnostics, de l'animation de groupes d'échange et du suivi technique individuel et collectif. Et ma spécialité, c'est plutôt l'aspect suivi technique avec plutôt l'optimisation du système au niveau fertilisation organique, mais aussi gestion des adventices. Tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà, donc on va commencer rapidement et je vais essayer d'aller assez rapidement parce que c'est relativement dense. Donc la gestion préventive des adventices, donc bien en amont du désherbage mécanique. Donc avant de désherber mécaniquement, on doit travailler en amont avec des méthodes agronomiques afin de rompre les cycles des adventices et faciliter l'intervention ultérieure. Et oui, les adventices ont différents cycles. Nous avons ici, comment dire, une habitude de monoculture de maïs essentiellement, et les adventices sont totalement adaptés à ce cycle. Donc l'agriculture biologique, qui s'appuie de par le cahier des charges sur la rotation des cultures, a aussi des itinéraires techniques adaptés, on le verra un peu plus tard. Donc c'est un laboratoire d'idées et de techniques au service de l'agriculture conventionnelle. On avance. Donc comme je viens de le dire, c'est important d'avoir des clés de compréhension agronomique. Euh, comment dire? La monoculture de maïs, qui était cohérente, au point de vue économique, au niveau agronomique, a trouvé quand même quelques limites parce qu'il y a toute une flore d'adventices, qu'on appelle inféodés, c'est-à-dire qu'il y a le même cycle qui va germer, avec les mêmes températures de sol, qui a les mêmes durées, qui parfois a le même photopériodisme, a généré un stock très important, un stock grainé très important dans le sol. Voilà, donc clairement, hein, à la fois des graminées ou des dicotylédones, des sétères, des digitaires, comme a parlé Adrien, des paniques, des amarantes, des daturas. Ils ont tous le même cycle que le maïs. Et le souci est là, en fait. Leurs graines germent à une certaine température du sol, variable. On sait que le maïs est autour de 10 degrés. L'acétaire, on a parlé des digitaires tout à l'heure, mais l'acétaire pose souvent un problème parce qu'elle va en désherbage mécanique, parce qu'elle va germer souvent à une température inférieure au maïs et encore moins au soja. Donc sur le rang peut être gênante. On avance. Donc dans ce petit schéma extrait de nos collègues de l'ACTA, c'est relativement synthétique parce que vous voyez justement que, en commençant du haut vers le bas, qu'en fonction des conditions pédoclimatiques, hein, ou du terroir en parlant plus simplement, la chaleur, la température, les types de sol, l'ensoleillement, la luminosité ont créé clairement des conditions qui sont intéressantes pour certaines cultures. Nous ici, on sait très bien que c'est adapté aux graminées, aux prairies, au maïs, au soja, mais c'est aussi très adapté aux sétères, aux digitaires, aux kénopodes, tout ce qui aime la chaleur, l'humidité en fait. Donc le climat, le sol vont générer une flore potentielle sur une parcelle. Euh, Différents leviers, hein, peuvent contribuer à la gérer. La rotation, c'est le plus important, le travail du sol, les intercultures avec les couverts, les dates de semis, les écartements, on le verra un peu plus tard, les doses de semis, les variétés, les particularités des variétés. Tout ceci donc a une incidence sur la flore dans la culture. Donc ces leviers sont actionnés ou pas actionnés. En monoculture, il n'y a pas de rotation, extrêmement peu. Le travail du sol est relativement uniformisé, voire simplifié. Les intercultures, c'est chouette, sont en train de se développer, mais il n'y en a pas beaucoup. Les dates de semis sont, bon, on le verra, c'est un peu particulier. Donc, tout ceci influe sur le résultat final. Tu peux avancer. Donc, les différents leviers par ordre d'importance. Et là, je dis bien par ordre d'importance. Le premier levier, de loin, c'est la rotation des cultures. On sait très bien, alors ici, évidemment, on a le maïs qui est le plus adapté au point de vue conditions, au point de vue marge brute, incontestablement, beaucoup plus qu'un blé, de par les types de sol, de par les climats. Néanmoins, l'absence de rotation, ou la très faible rotation dans les cas où elle existe, a fait qu'il y a cette sélection d'adventices avec le même cycle. Or, on sait très bien que dès qu'on commence à mettre des cultures d'hiver
en alternance avec les cultures sarclées. Une culture sarclée type tournesol et maïs, mais de par le fait qu'elles sont sarclées, je ne dis pas binées, je dis bien sarclées, c'est-à-dire travailler en surface pour gérer l'herbe, et encore plus, c'est encore plus intéressant quand elles sont chaussées, et là je rejoins entièrement ce que vient de dire Adrien, c'est-à-dire qu'au-delà des binages, c'est plutôt des sarclages, et ensuite un chaussage qui est une des conditions de réussite du désherbage mécanique. Parce qu'elle permet justement d'intervenir dans le rang. Ensuite, les intercultures, eh bien, clairement, interculture, eh bien, quand on a un couvert, ça évite déjà que le sol se salisse, d'une part. La nature a horreur du vide. Hein. Dès que vous avez une place libre, eh bien, ce sera des adventices qui vont pousser. Donc, autant mettre une feuverolle, c'est facile à faire, voire un petit blé, voire une vesse. Voilà. Le travail du sol aura une incidence, bien sûr. L'itiériculture à la parcelle, on le verra, a une incidence. Ben oui, en fonction des dates de semis, ça sera plus ou moins poussant. En fonction des écartements, en fonction des densités. Et en dernier recours, apparaît le désherbage mécanique. C'est-à-dire que bien amont, il faut travailler sur ces éléments, et c'est l'ensemble des éléments, c'est bien multifactoriel, l'ensemble des éléments qui déterminera le résultat en termes de gestion des adventices. Tu peux avancer. Donc la rotation, ben oui, il faut concevoir quand on peut le faire. C'est compliqué, je le conçois, hein, c'est compliqué parce qu'il y a une notion de marge brute, de faisabilité, de temps de travail, d'optimisation du système, de matériel, de main-d'œuvre. Ben, idéalement, il faudrait concevoir une rotation pluriannuelle de culture, adaptée au contexte pédoclimatique, bien évidemment aux filières existantes. Ben, s'il n'y a pas de filière, c'est un peu gênant, et qui soit aussi rémunératrice avec l'équivalent existant et réalisable techniquement pour le producteur. Voilà. Idéalement, il faudrait une rotation longue, la plus diversifiée possible, alterner un nombre de familles de cultures différentes, c'est-à-dire des cultures plutôt sarclées au printemps, admettons un soja, un maïs, ensuite une céréale et un colza, vous avez deux cultures de printemps, deux cultures d'hiver, c'est relativement cohérent, les écartements ne sont pas les mêmes, les dates ne sont pas les mêmes, il n'y a rien de tel pour, on va dire, perdre le cycle des adventices. Voilà. Ensuite, le fait, on le verra bien, en faisant des déchômages l'été, c'est peut-être la façon culturelle la plus efficace pour perturber totalement les adventices en les faisant lever l'été. Alterner les cultures de printemps et d'hiver, alterner un nombre de familles de cultures différentes, ben oui, un métail, ce sera totalement étouffant et ça permettra l'hiver de, comment dire, contenir toutes les parcelles en alternant ça avec un colza et une culture de printemps. Tu peux avancer. Voyons, repars en arrière, s'il te plaît. Oui, les cultures nettoyantes et étouffantes, pour moi, eh bien, le maïs est très adapté parce que pour moi, c'est une culture nettoyante. Comme c'est une culture sarclée, on peut le travailler, c'est plutôt bien adapté au désherbage mécanique parce que c'est une culture haute, on peut le chausser, on peut le buter. Il est plutôt assez résistant à l'arrachage, plus qu'un tournesol, donc c'est plutôt intéressant. Et le fait qu'il soit grand, justement, permettra ensuite de refermer le rang, d'éviter la lumière. Et le premier facteur de développement végétatif, c'est d'abord la lumière, avant l'eau et l'azote. Éviter les cultures salissantes. Ben oui, en désherbage mécanique, si j'ai le conseil à donner à des agriculteurs conventionnels et bio, peu importe, mais c'est surtout éviter les cultures basses. Éviter plutôt tout ce qui est soja petit, ou alors, même s'il faut le mettre de temps en temps, on est bien d'accord, mais éviter plutôt parfois des sarrasins, plutôt des cultures un peu hautes. Alterner les cultures d'été sarclées, à écartement large, et les cultures diverses semées en plein. On continue. Couverts végétaux, viser les sols couverts en permanence pour occuper l'espace, et éviter la montée en graines d'adventices. Ça, c'est un élément très important. C'est éviter quand on peut, c'est pas facile, hein, mais éviter la montée en graines, parce qu'aussitôt, on se retrouve avec un développement exponentiel. Une graine clairement de rumex, je prends un exemple, va faire peut-être 2000 ou 3000 graines d'adventice, plus ensuite le développement, comme c'est une vivace, du rhizome. Le travail du sol, on laboure permet d'enfouir des graines. Ça, c'est plutôt intéressant sur les graminées qui ont un taux annuel de décroissance faible. Ça n'a pas grand intérêt sur, évidemment, des dicotylédones. Le labour n'a aucun intérêt dans ce côté-là. En non-labour, un décompactage a un effet moins probant car un moindre enfouissement des graines qui resteront en surface. On continue. Donc rapidement, on ne va pas batailler trop sur ce schéma, juste pour vous dire qu'il y a des graines qui ont un fort taux de décroissance, en fait c'est souvent les graminées, et d'autres, ça veut dire que le fait d'être enfoui peuvent être fortement, le stock peut être fortement réduit. Inversement, certains dicotylédones, cas extrême du rumex, l'enfouissement n'a aucune importance et il peut rester des dizaines et dizaines d'années. Un exemple, le datura, c'est 30% de TAD. Une kénopode, de l'amarante, c'est 40%. On avance.
Voilà, des façons culturelles très importantes. Le déchômage mécanique au printemps, pas nécessairement très important au niveau gestion comment dire, des adventices, hormis le faux semis qui, lui, sera très efficace. La façon culturelle la plus importante, c'est le déchômage l'été. Encore faut-il avoir fait une culture d'hiver, type céréales, type colza, qui permettront d'être récoltées au mi-juillet et de travailler le sol mi-juillet. Conjugué avec un coup d'irrigation ou un petit orage, ça permet de faire lever les graines qui lèvent l'été. C'est-à-dire quoi? Les lampourdes, les datura, les kénopodes, les amarantes, qui ne vont pas lever en avril, tout simplement parce qu'il fera trop froid. Les faux semis permettent de les stocker, donc de sécuriser le futur désherbage mécanique. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui permettent justement bien en amont de sécuriser le désherbage mécanique. On avance. Technique de faux semis, en 3 mots. Bon, en fonction des années, les fenêtres sont courtes, on le sait, on sait très bien, il pleut souvent trop. Bon, néanmoins, si on peut faire un faux semis, c'est super chouette. Si on peut en faire 2, ce qui est très important, c'est que le deuxième passage soit fait à une profondeur moins importante que le premier, sinon on lève de l'herbe, et ainsi de suite. On continue. Voilà, là, ça devient plus intéressant, à mon sens, l'itinéraire culturel de la parcelle. C'est-à-dire que pour une culture donnée, notamment en bio, un maïs bio ne sera pas travaillé de la même façon qu'en conventionnel. Ça n'empêche pas qu'en conventionnel, on peut faire un maïs conventionnel avec des techniques bio. Regardez la fertilisation conventionnelle avec un zéro désherbage chimique. Donc clairement, et là, il faut s'inspirer un petit peu de ce qui se fait. Ben, le choix de la culture, plutôt une culture haute. Un désherbage mécanique, il vaut mieux attaquer avec un maïs qu'avec un soja, quand on n'a pas encore l'habitude. En soja, on en fait en bio, avec pas mal de réussite, mais en conventionnel, c'est plutôt commencer par un maïs ou une culture haute. Privilégier culture haute qui ont moins de lumière, qui pourra ensuite être butée, contrairement à un soja. L'écartement des lignes de semis, là aussi c'est intéressant. En conventionnel, il est souvent cohérent parfois de diminuer les écartements. En bio, pas nécessairement. Tout simplement parce que plus il y a d'écartements faibles, plus le linéaire sera important, et on sait très bien que ce n'est pas l'interrang qui est compliqué à gérer, c'est le rang. Donc plus de linéaire, ça fait plus de rang. 80, un semoir à 80 ou à 75, adapté avec des pigneuses à 80, permet ensuite de faire toutes les cultures classiques. Colza, tournesol, soja, maïs. Les densités de semis, là où c'est intéressant. En désherbage mécanique, on le verra peut-être plus tard, néanmoins, obligation de faire une densité plus importante. Un soja qui est en conventionnel irrigué à 350 000, eh bien, en bio, on sera plutôt à 450 000 pour un tardif, groupe 1, et 550 pour un groupe 0. En maïs, il faut rajouter 10 à 15% minimum de densité. On continue. Le choix de la variété, là aussi c'est important, aussi bien en bio qu'en conventionnel, c'est les mêmes logiques agronomiques. Ce sera toujours une course de vitesse entre les adventices et la culture de rente. Donc quelque part, on le verra ensuite, il faut choisir au-delà que l'aspect uniquement rendement qu'on le voit en conventionnel, une très bonne vigueur départ, d'une part. D'autre part, une hauteur importante, ben, plus ce sera haut, plus il y aura de feuilles, notamment si elles sont retombantes, si le port est retombant, moins il y aura de luminosité, et donc ça va contrarier fortement le développement des adventices qui seront au rang. Comme je dis, c'est le rang qui est compliqué à gérer. D'où l'importance du butage, des vigueurs départ, des feuilles larges, des feuilles retombantes. C'est pour ça que le tournesol, qui avec général avait trois passages de désherbage mécanique, est plus adapté qu'un soja où il en faut 7 ou 8. Un indice adapté, ben, tout simplement pour faire un faux semis, un désherbage mécanique, il vaut mieux un 450, 480 en maïs qu'un 540 tardif. Donc, ce n'est pas des semis sur début avril. Date de semis, là aussi c'est intéressant. Plus la culture sera poussante, plus elle sera compétitive par rapport aux adventices. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si c'est cohérent en conventionnel de semer un maïs début avril, parce qu'on a la fertilisation starter au semis avec de l'azote nitrique et de l'effet du phosphore aussi au niveau rhizogène, ça ne le sera pas en bio ou même en conventionnel avec un désherbage mécanique qui nous demandera des faux semis. Il faudra attendre que le sol ait une forte température. Voilà, on continue. Bon, là, on va avancer. Oui, ça c'est important. Ça c'est un élément de l'ACTA qui montre bien
que la date de semis a une importance sur le salissement. Et ça, c'est vrai sur du soja, c'est vrai sur le tournesol, c'est vrai sur du maïs. Alors, c'est vrai qu'en tournesol, compliqué de faire un semis un peu tardif. Mais un soja, notamment si au lieu de faire un groupe 1, on fait un groupe 0 ou double 0 type Mentor au lieu d'un Isidore, on peut très bien faire un semis au 20 mai, 25 mai. Vous voyez bien que là, ben, en orange, les 66% de parcelles sales début mai, fin mai, 20%. Tout simplement parce que la chaleur permet une forte poussée du soja et qu'on a pu faire des faux semis au préalable. Voilà, c'est une conjugaison de différents leviers qu'il faut mettre en place. Continuons. Donc, ben oui, je vais bientôt laisser la main à mon collègue, mes collègues. Donc, désherbage mécanique, on a vu bien en amont, il y a le raisonnement agronomique où j'ai essayé de brosser très rapidement et succinctement différents leviers. Ensuite, il y aura une différente combinaison d'outils et de passages à différents stades en fonction des cultures et adventices. On continue. Avant de laisser la main, je vais quand même m'attarder sur un point que je trouve essentiel. Entre les faux semis en amont et les binages, voire butages bien en aval, juste après le semis, il y a quand même une façon de culture très importante des herbages à l'aveugle. Cette technique permet de créer un décalage entre la culture prévue et les levées d'adventices quelques jours après le semis. C'est une alternative au désherbant antigerminatif de prélever dans une stratégie sans phyto ou bio. C'est une étape très importante qui fait 70% en moyenne de la réussite du désherbage mécanique. Voilà, donc en fait c'est quoi? C'est en général, il faut semer un peu plus profondément, 4 à 5 cm, majorer 10 à 20% la densité. On continue. Surtout, très important, avoir au moins 4 à 5 jours de beau temps, ce qui est moins essentiel quand on fait un désherbage chimique. Au contraire, il faut un peu de pluie pour faire pénétrer les herbants de prélever. Là, au contraire, il faut 4 ou 5 jours. Je le conçois, c'est pas évident. C'est plus évident à partir du 15 mai qu'au 10 avril. Donc pour moi, le désherbage mécanique réussi, c'est plutôt avec des indices plutôt 450, 480 en maïs, groupe 0, double 0 en soja, et plutôt à partir de début mai, voire 10 mai, qu'au 10 avril, clairement. Il faut identifier le bon moment après avoir semé en grattant le sol. En général, c'est 48-72 heures après le semis. On fait en sorte que le maïs n'a pas encore germé. On voit que très bien que 3 jours après le semis, les adventices sont déjà au stade de filament, surtout si le sol est bien chaud. On passe une hercétrie à 2 cm de profondeur, 2-3, sachant qu'on a fait le semis à 4-5. Importance de régler les roues de jauge, de régler l'horizontalité, de commencer tranquillement à faible vitesse. Voilà. Et évidemment, qu'il ne pleuve pas de suite. Donc, d'où l'importance de caler le semis quand on a une feuille de 4-5 jours. Ça, c'est la difficulté, je le conçois. On continue. Voilà, donc j'ai essayé de faire succinctement un point sur les différents leviers agronomiques à actionner pour essayer de sécuriser le désherbage mécanique. Ça aurait mérité un peu plus de temps, mais voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions nécessaires. Merci Fabien, et je vous laisse la main.